Je vais vous parler en fait d'une expérience toute simple qui a été menée à l'Institut scolaire des Sommets dans la région de Sherbrooke, où ils ont là-bas un programme d'insertion professionnelle, de mentorat, dans lequel je suis intervenu. Au même moment où je vous présente cet atelier aujourd'hui, Marie-Josée Dumoulin, qui est responsable du programme de mentorat à la Commission scolaire des Sommets, explique en détail là, ce programme. Je ne ferai pas la description du programme, je vais vous parler simplement de ma contribution. En fait, dans le fil des activités qui ont été proposées aux mentors et aux novices de cette commission scolaire, est apparu à un moment donné un besoin de formation sur la gestion de classe. Alors, c'est comme ça que je suis intervenu. Le programme de mentorat comprend beaucoup plus que mon intervention, mais ce matin, donc, je vais vous entretenir de l'aspect de gestion de classe dans ce programme. Je suis intervenu à 4 reprises simplement depuis 2 ans, avec un groupe d'une 40aine de personnes à chaque fois, mentors et novices. Ce n'est pas une recherche que nous avons menée là-bas, je n'ai pas de résultat de recherche à vous présenter. Je vais plutôt vous présenter le cadre général de réflexion sur la gestion de classe que nous avons utilisé dans ces formations et quelques constats que j'ai faits à la suite de l'animation de ces rencontres. Alors, en souhaitant que ça réponde à vos attentes, vous avez 1 minute pour vous décider, là. Alors, on commence. Soit dit en passant, c'est vrai qu'il y a un colloque sur la supervision pédagogique à Sherbrooke la semaine prochaine, les 4 et 5 juin. Vous êtes tous bienvenus. Vous allez voir qu'il y a un lien possible avec l'atelier de ce matin. Et donc, je vous y invite, il nous reste encore de la place. Alors, au tout début, en fait, dans la première partie de ma présentation, je vais surtout vous parler du cadre de réflexion sur la gestion de classe que nous avons développé depuis 2 ou 3 ans et qui nous a servi dans ces formations que nous avons offertes. Bien sûr, on n'étonnera personne en disant que les défis de la gestion de classe sont très importants pour les personnes en début de carrière. Mais notre réflexion, on l'a amorcée à partir du début de la formation à l'enseignement, en se demandant qu'est-ce qu'on doit apprendre lorsque on apprend la gestion de classe en formation à l'enseignement, en sachant que cette formation, bien sûr, doit se poursuivre dans les premières années de carrière. Vous savez, comme moi, qu'on estime à une durée d'environ 5 à 7 années nécessaires d'enseignement à temps plein pour qu'une personne trouve un certain équilibre dans sa manière de gérer la classe. Donc, en formation initiale, il faut être conscient des limites de ce qu'on peut développer. Et en même temps, il faut s'interroger sur les objets spécifiques de formation à la gestion de classe qui peuvent être pertinents à l'intérieur d'un programme de formation à l'enseignement. Parce que nous sommes souvent questionnés là-dessus. En fait, de façon générale, les milieux scolaires s'attendent à ce qu'à l'université, on forme les étudiants à la gestion de classe. Par contre, le milieu universitaire, le milieu de la recherche, parfois s'interroge sur la spécificité de cette formation-là par rapport aux autres. Vous voyez, c'est dans ce contexte-là qu'on a réfléchi. Alors, les objectifs de la formation, là, je réfère à la formation qui a été donnée à la Commission scolaire des Sommets, sont expliqués ici là. Donc, nous avons clarifié le concept de gestion de classe parce qu'on ne donne pas tous la même signification à ce terme. J'y reviendrai dans 2 minutes. Poser des problèmes de gestion de classe à l'aide d'un cadre général d'analyse. C'est peut-être ce qui va être le plus intéressant dans la présentation de ce matin. Ce cadre général d'analyse qu'on a développé, il s'est avéré assez intéressant jusqu'à maintenant pour aider les personnes, excusez-moi, à réfléchir sur leur pratique de gestion de classe. Tracer son profil personnel de gestion de classe, autant de novices que mentors, on poursuivait l'objectif à travers la formation de leur permettre de tracer leur profil personnel, élaborer des hypothèses de solution de problèmes, identifier les valeurs centrales sur lesquelles se forme la gestion, appliquer une démarche d'élaboration d'un modèle préventif. Et établir des repères partagés. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle, le contexte est celui d'un accompagnement, d'un mentorat, des gens responsables du programme, des mentors aussi, sentaient le besoin d'être un peu mieux outillés, je dirais, pour accompagner les novices dans la résolution de leurs problèmes de gestion de classe. Alors, l'idée que nous avons eue, c'est d'offrir aux 2 groupes, parfois simultanément, parfois séparément,
le même cadre d'analyse pour leur fournir des repères partagés que l'on espérait voir réinvestis dans le dialogue entre mentors et novices par la suite. Donc, on va faire un bon cours, on va commencer par une définition. En fait, on est supposé terminer avec ça maintenant, je crois. Donc, simplement pour qu'on se comprenne bien, sûr, je crois qu'on ne veut pas en bas de votre chef, parce que je dis qu'on ne résume pas la gestion de classe à la gestion des comportements des élèves. Dans l'histoire des travaux sur la gestion de classe, il y a eu une époque, bien sûr, où les travaux étaient centrés sur cela, donc résoudre les problèmes de comportement. Mais depuis plusieurs années, maintenant, il y a une conception beaucoup plus large de la gestion de classe et la définition qui est affichée maintenant reflète cette conception très large, finalement, de l'ensemble des actions qu'un enseignant pose au sein des situations d'enseignement-apprentissage vécues par son groupe de classe, pour faire en sorte que tous les élèves apprennent. Alors, c'est assez large. Et bien sûr, ça dépasse largement le cadre d'un seul cours si intéressant qu'utile. Ça va? Et on s'accordera pas là-dessus. Donc, je reprends le fil de ce que je disais au début. Comme équipe de formateurs à l'Université de Sherbrooke, je pense à Jacqueline Joly, Justine Sauvé, Charles Audiard, on travaillait avec moi pour se poser la question qu'est-ce qu'on doit apprendre dans une formation à la gestion de classe lorsqu'on est à l'université? Et c'est cette réflexion-là qui s'est poursuivie jusque dans la période d'insertion professionnelle. Alors, tout d'abord, ce qui nous est apparu être une façon d'énoncer l'objectif général, c'est de reconstruire, en fonction de valeurs éducatives et de ressources personnelles, et en prenant en compte le contexte réel d'intervention, les propositions faites dans les cours, donc didactique, pédagogique, etc. Vous savez, la situation de formation initiale à l'enseignement, c'est une situation de tension multiple où nos étudiants sont bombardés de toutes sortes de propositions, aussi intéressantes les unes que les autres, souvent fondées sur la recherche, pas toujours, et que faire avec tout cela? La gestion de classe devrait leur permettre de reconstruire, comme on dit ici, donc un travail actif de l'apprenant, qui doit reconstruire en fonction de valeurs éducatives et de ressources personnelles. Vous voyez donc la dimension personnelle de la gestion de classe. Et là-dessus, bien sûr, c'est notre position que de dire qu'il n'y a pas un modèle idéal de gestion de la classe. Et chaque enseignant doit avoir la capacité délibérative nécessaire pour se donner un profil personnel. On pourra revenir là-dessus tout à l'heure. C'est très central cette idée d'être dans sa classe. Être dans sa classe soi-même. Et bien sûr, en prenant en compte le contexte de réelle intervention, qui ne peut jamais être pris en compte entièrement par les propositions didactiques, pédagogiques, etc., auxquelles nous soumettons nos étudiants, et qui sont toujours relativement partielles par rapport à la complexité réelle de l'enseignement. Ce qui m'amène souvent à dire d'ailleurs aux jeunes communautés scolaires que les cours de gestion de classe, même si moi j'en donne un, ne peuvent pas suffire à former un enseignant à la gestion de classe. On a besoin des stages aussi et on a besoin de ces années de début de carrière pour atteindre une compétence suffisante en domaine. Alors, cette intention de formation suppose que l'identification des valeurs et des ressources personnelles de l'étudiant, ainsi que la compréhension de la complexité. Vous avez là les deux pôles du cadre d'analyse que je vais vous présenter bientôt, c'est-à-dire identifier ses valeurs et ses ressources personnelles, et aussi comprendre la complexité. Aborder la situation d'enseignement-apprentissage comme une situation complexe, ne pas chercher à la réduire indûment, notamment, par exemple, en mettant l'accent trop uniquement sur la gestion des comportements, qui est une forme de réduction de l'intervention éducative en situation de classe. Bon, après ça, on s'est dit, ça c'est la politique générale. Maintenant, essayons d'être un petit peu plus spécifique. Ça a donné les textes que vous avez sur les yeux.
Elle s'appuie donc également sur la compréhension de concepts spécifiques qui sont propres au domaine de l'action enseignante au sein des situations d'enseignement-apprentissage. Et là, il y en avait beaucoup de concepts, beaucoup de contenu finalement pour ces cours de classe que l'on cherchait à élaborer. Vous voyez, on est en train de définir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on doit apprendre lorsqu'on apprend à gérer la tâche. C'est pour ça que nous nous sommes donné un petit schéma qui finalement est devenu le cadre d'analyse que je vous présente à l'instant. Il est constitué de deux axes, un axe individu-groupe et un axe apprentissage-comportement, et de 4 pôles. Je vais m'y attarder un petit peu plus longuement, parce que, je vous disais, c'est assez central dans notre travail. Voici donc le cadre d'analyse, à partir duquel on a travaillé depuis une année ou deux, notamment dans le cadre de cette formation des mentors et des novices, à la commission scolaire des enseignants. Donc, notre but avec ce schéma, c'est de permettre de situer au profit des étudiants en formation, mais aussi des novices et des mentors, l'ensemble des actions qu'un enseignant pose au sein de la classe. Il y a bien des façons de faire ça, bien sûr. On ne prétend pas que c'est la seule façon, mais pour nous, ça nous permettait de regrouper et de donner sens, tout en respectant la complexité, à toutes les actions et ainsi qu'à toutes les propositions faites aux étudiants à l'occasion de leur formation. Donc, ce serait un schéma relativement intégrateur sous l'angle de l'action de l'enseignant dans la classe. C'est vraiment l'entrée principale que nous avons essayé de travailler. Alors, comme on disait, il y a deux pôles, avec deux axes, un axe groupe individu, un axe apprentissage-comportement, qui en fait permettent de déterminer 4 pôles. Un pôle qu'on a nommé celui des individus apprenants, celui de la communauté apprenante, et des pôles de médiation. Je vais revenir au schéma, je vais quand même vous afficher quelques explications que nous avons apportées concernant ces différents axes et pôles. Donc, l'axe individu-groupe permet de situer les interventions d'enseignants selon qu'elles sont plus ou moins orientées vers la structuration du groupe ou vers la prise en compte des différences individuelles. L'axe apprentissage-comportement situe les interventions en fonction de l'accent qu'elle place sur les processus d'apprentissage ou sur les interactions dans la classe. L'idée, ce n'est pas de séparer cela, c'est un continuum, c'est pour ça qu'on parle d'un axe, mais ça permet quand même un peu de cartographier les actions. Les pôles de ces axes donc, ne s'opposent pas, il crée cependant une tension que chaque enseignant ou enseignant doit parvenir à équilibrer en fonction de son style et de ses croyances. Donc c'est un peu une espèce de mise à plat de l'ensemble des actions, mais on sait très bien que dans la réalité, tout cela s'organise de façon pour chaque enseignant selon son profil, mais avec un même arrière-fond de complexité. Si la démonstration d'une compétence en gestion de classe réside dans l'atteinte d'un tel équilibre, fondé sur une cohérence, et là je vous rappelle qu'on estime que ça prend 5 à 7 années en début de carrière avant d'atteindre cela, la formation en gestion de classe doit parvenir à faire comprendre les enjeux de cette dynamique qui caractérise la vie d'un groupe de classe en milieu scolaire formel, bien sûr. Donc, on a ajouté un objectif le plus spécifique au domaine de la gestion de classe qui se dit comme suit, comprendre et se donner des moyens de faire face aux enjeux d'une gestion de classe qui prend en compte les caractéristiques du groupe et les individus qui composent et qui soutient efficacement les processus d'apprentissage individuel et en interaction. Pour nous, cet objectif est, je dirais, plus spécifique à la gestion de classe par rapport à l'autre qui, je vous le rappelle, parlait de reconstruire l'ensemble des propositions faites dans l'ensemble des cours. Le pôle de la classe, vu comme communauté apprenante, repose sur une conception de l'apprentissage comme conséquence de la participation sociale des individus à des intentions partagées dans une pratique quotidienne. Bon, là, on s'est permis, pour les fins de formation, de regrouper, chez moi, je dirais, des thèmes de formation, explorer nos étudiants, explorer aussi des novices en début de carrière, et même de tous les enseignants. On a un vocabulaire de plus en plus riche et diversifié pour parler de ce que nous faisons. On a senti le besoin de regrouper autour
À l'intérieur de notre schéma, ces termes qui circulent et pour lesquels parfois on se sent un peu disqualifié comme praticien parce qu'on dit, bon, il faudrait bien que j'apprenne à faire l'enseignement coopératif, la gestion participative, etc. Il y a toujours quelque chose de plus. Et pour nous, l'idée c'était d'aider les étudiants à faire une relative synthèse de ces situations, ces propositions. Alors, c'est ce qui explique là, les termes que nous avons reproduits. Bien sûr, on associe au cours de la communauté apprenante, par exemple, l'idée de l'apprentissage coopératif. Le cours de la gestion de l'individu apprenant que l'on peut associer à la pédagogie différenciée, ou comme certains préfèrent la nommer la pédagogie de l'équité, vous voyez, dans notre souci de démêler les choses un peu, oriente les efforts de formation vers la capacité des futurs maîtres à respecter la différence et à engager pleinement tous les élèves dans les situations d'enseignement-apprentissage mises en place. Et là, encore là, on a déployé quelques mots de vocabulaire pour aider les étudiants à se situer et de lier ces termes à leur action réelle dans la classe. Quant aux deux cours de médiation, je vous rappelle de monter le schéma, puis on a deux cours ici de médiation cognitive et socio-affective. Je vous rappelle que le but, ce n'est pas d'isoler ces deux cours, mais de bien faire comprendre que ça correspond quand même à des actions d'enseignants un peu différentes selon qu'on est dans un cours ou l'autre. Alors, les deux cours de médiation réfèrent aux actions délibérées d'enseignants pour favoriser le développement cognitif, social et affectif des élèves. Cette compréhension du rôle de l'enseignant comme médiateur est en soi un objet spécifique de la gestion de classe, des cours de gestion de classe. Cette conception d'enseignant comme médiateur, qui n'est pas, je dirais, spontanée chez nos étudiants en formation. L'observation des élèves, etc., sont aussi des composants d'une formation à la gestion qui touche aux deux pôles. Et par la suite, là, on explique un peu comment les deux pôles peuvent se distinguer. Celui des médiations cognitives s'associant davantage aux approches favorisant l'intégration des savoirs, la planification des scénarios d'apprentissage, et l'autre, celui des médiations socio-affectives, correspondant davantage, par exemple, à la mise en place d'un système de discipline en classe, à la gestion des conflits, etc. Donc, voilà le cadre d'analyse que je viens de vous présenter brièvement. On pourra prendre quelques questions si vous voulez, qui nous a servi essentiellement aux activités de formation dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, novices et mentors ont d'abord analysé leur pratique à partir de problèmes. Ce qu'on a dit aux personnes, je ne sais pas s'il y a des gens ici dans la salle qui ont participé à ces formations. Non? OK. Alors, donc, on leur a dit, écoutez, aux novices, comme on entend, quels sont les problèmes que vous rencontrez dans la gestion de votre classe. C'est simplement ça. Et on est parti, à l'aide du cadre de l'analyse, à réfléchir sur l'endroit dans le schéma où ce problème-là pouvait se situer. À quelle zone du schéma le problème pouvait être relié. Est-ce qu'on était dans un problème plus de discipline, qui, par exemple, bien sûr, concerne davantage le groupe, vous voyez donc vers le pôle communauté, et aussi qui est davantage lié aux dimensions socio-affectives. Est-ce qu'on était plus dans un problème de mise en place de démarches pédagogiques, voyez-vous, dans ce cadre-là? Parce que, évidemment, en général, on travaille auprès du groupe lorsqu'on planifie des démarches pédagogiques, on prend en compte plutôt un groupe, et évidemment, on est dans une zone de médiation plus cognitive. Alors, comme ça, on essayait, au fil des différents problèmes qui étaient présentés, d'abord de les situer, pour bien les comprendre. Donc, le schéma nous a d'abord aidé à mieux poser le problème. On sait bien qu'une fois le problème bien posé, il semble qu'il est plus facile à résoudre. Alors, c'était le premier effort qu'on a fait. Il y a eu toutes sortes de problèmes qui ont été posés. Ça a été intéressant. Alors que dans le PG, on avait pu penser que les problèmes de discipline étaient dominants. Lorsqu'on prenait le temps, justement, à l'aide du schéma, de bien cerner là où il y avait problème, on constatait qu'il y en avait dans les différents cas. Et que, par exemple, pour un enseignant X, c'est davantage dans sa relation avec les individus considérés dans leurs différences qu'il y a problème. Pour un autre, c'est davantage en interaction avec le groupe considéré comme une communauté apprenante. Il y avait donc une différenciation
un début de profil individuel de gestion de classe. Évidemment, il y a bien d'autres façons de placer les profils de gestion de classe, style d'enseignement, etc. Celui-là, je vous le rappelle, se voulait centrer sur les actions réelles de l'enseignant au sein de la complexité. Premier constat, donc, c'est cette diversité de problèmes et donc peut-être une espèce de diminution des attentes, de l'obsession de la gestion des comportements, qui peut être parfois un peu écrasante parce qu'on a le sentiment de ne pas y parvenir. Et en début de carrière, la prise de conscience de la diversité des problématiques, en fait, c'est avéré pour les gens qui ont participé intéressant. La première stratégie, je dirais, qui a été explorée pour résoudre les problèmes, c'est une stratégie de complémentarité. C'est-à-dire que une fois que le problème est situé dans les cadrans, on l'a bien posé, on essaie de voir comment on peut travailler en complémentarité pour régler le problème. Autrement dit, si on a un problème de discipline, pourquoi s'y enfoncer et chercher des solutions de l'ordre de la discipline, du système de discipline? Pourquoi ne pas aller voir justement les autres actions possibles qui alimentent le système de classe? Parce que très souvent, les problèmes qu'on a, c'est ce que les gens reconnaissaient au fil des discussions, correspondent à notre style, à notre manière d'être, à notre profil. Donc, de chercher la complémentarité des interventions, c'est une façon de peut-être compenser pour des problèmes que souvent on crée un peu nous-mêmes par notre manière d'être dans la classe. Plutôt que donc de s'enfoncer, je dirais, parce qu'on peut s'enfermer dans un problème. Cherchons ailleurs, dans les autres dimensions de l'action enseignante. Alors, cette stratégie donc de complémentarité, qui était facilitée par le cours au cadre d'analyse, a été réinvestie. Selon son mal dit, je vous dis, on n'a pas fait de recherche. C'est plus informel. Il y a quand même une évaluation qui est faite à chaque année du programme. Et les mentors et les novices, ayant ce même référentiel, on est comme à la mode, pouvaient mieux déterminer des actions visant à corriger une situation problématique. Donc, vous pouvez mieux d'abord poser le problème et par la suite envisager des actions complémentaires qui viennent rééquilibrer le système finalement. Puisque le système classe est un système complexe, donc on ne peut pas agir à un seul endroit isolément, par exemple, en pensant traiter un problème de discipline seulement par un système très très structuré de sanctions ou de gestion des comportements. L'autre dimension importante de la formation, donc, apprentissage de la complexité, c'est la première stratégie, et complémentarité des actions de l'enseignant au sein de ce système. La deuxième dimension importante de la formation, c'est celle qui correspond à la personne de l'enseignant au sein de ce système. En fait, je pourrais vous présenter de la façon suivante. Il faut probablement, même sûrement, pour pouvoir régler des problèmes de gestion de classe, que ce schéma soit centré à partir de celui-ci. Donc, ce que vous pouvez voir au centre, ce sont les valeurs et les ressources personnelles de l'enseignant qui sont organisatrices du système. Et donc, lorsque une personne novice ou tout enseignant, en fait, ou en formation initiale, cherche à développer sa compétence en gestion de classe, elle doit organiser son intervention à partir de ce cercle central. Alors, je vous présente séparément maintenant. Alors, ce schéma-là est inspiré des travaux de Cordegan, un Hollandais qui a travaillé sur des approches réflexives et pour qui, finalement, tout enseignant a une mission.
non pas confié par quelqu'un d'autre, mais qu'il se donne. Quelque chose de très, très central dans son désir d'être enseignant, d'en faire carrière et de faire une intervention éducative. Et cette mission s'appuie donc sur des valeurs et des ressources personnelles fondamentales. La prise de conscience par les novices que ces valeurs et ces ressources-là devaient être présentes dans leur classe a eu un effet, je dirais, de soulagement d'une certaine façon. Évidemment, l'idée c'était de leur faire voir qu'on ne peut pas ne pas être soi-même au sein de la classe si on espère être organisateur d'un système qui peut déraper à tout moment à cause de sa complexité. Alors, la présence de l'enseignant, et jusqu'à nouvel ordre, on est encore là, elle doit être organisatrice à partir de valeurs et de ressources personnelles de cette personne-là. Et je dirais que pour les novices, étant trop dans le problème et pas suffisamment peut-être confiant ou cohérent, parce que la cohérence suppose qu'on se connaisse, ben, l'image qu'on connaît, c'est que parfois on se laisse soi-même à la porte de la classe et on n'accepte pas ce qu'on est. Par-delà les normes et les contextes, et par-delà les attentes et les modes. Ça aussi, ça leur fait du bien de pouvoir discuter de cette manière personnelle d'enseigner qui dépasse les modes, qui dépasse les époques, et qui permet donc à une personne de s'affirmer au sein du système classe. Parce que les novices sont très souvent aux prises avec des contextes extrêmement difficiles. Ça, on ne peut pas le nier. Moi, ça m'a vraiment étonné lorsque j'ai parlé avec ces personnes et lorsqu'on s'approche de leur réalité, de constater à quel point on leur demande des choses presque impossibles. Des morceaux de tâches ici et là, auprès de différentes clientèles. C'est extrêmement difficile. Donc, la tendance à blâmer le contexte est dénaturelle. Et bon, bien sûr, on va le faire aussi, mais sûrement pas se taire face à ce sort, qu'on réserve aux novices. Je crois que collectivement, on a une réflexion encore là-dessus. Il y a un contexte d'insertion professionnelle qui n'est vraiment pas facile. Mais par-delà cela, donc par-delà des contextes, comment être soi-même au sein de la classe, donc dans une dimension personnelle, tout en bien sûr se situant dans le projet professionnel, notamment par exemple au Québec à l'heure actuelle, dans le projet d'enseigner selon une réforme qui est en cours. Donc, il y a eu, au cœur de nos formations, après avoir discuté davantage des problèmes et cherché par la complémentarité des pistes de solution, une étape d'identification des valeurs et des ressources personnelles fondamentales de chacun, à travers le problème encore, pour essayer de voir comment on peut y faire place dans la classe. Alors voilà ce qui résume en fait là, les deux stratégies mises de l'avant. D'une part, prise en compte de la complexité et complémentarité des actions, et d'autre part, identification des ressources et des valeurs personnelles et, je dirais, insertion de cela au cœur de l'activité d'enseignant, comme un moteur indispensable. Alors, je termine en faisant une brève synthèse de ce qui nous est apparu avec les défis de la gestion de classe en début de carrière en enseignement. Cela ici, ça répète un peu ce qu'on a déjà dit, je sais plus, c'est tout ce que je trouve. Alors, les choix faits par l'enseignant quant aux variables liées au cadre et au dispositif et aux variables liées au processus de communication ayant cours dans la classe s'appuient donc sur ses valeurs et ses ressources personnelles. Deux qualités principales procurent plus son sens à l'action de l'enseignant, la cohérence et la pertinence. Bon, si on souligne aussi le démarrage de l'année scolaire, et j'ai remarqué que pour les novices, ils ont parfois plusieurs situations de démarrage à démarrer. Et ça n'est pas facile. Quand on connaît les enjeux de cette période dans la relation avec les élèves. Donc, sur la base d'une cohérence perçue et communiquée aux élèves, particulièrement en début d'année, la dynamique d'enseignement-apprentissage au sein de vos classes peut et doit faire l'objet d'ajustements constants
à partir d'observations systématiques pour demeurer pertinentes. Donc la pertinence, c'est la capacité d'intervenir de façon adaptée à ce qui se produit. Et dans ce sens-là, les effectifs d'observation de l'enseignant sont extrêmement importants. Et pour nos étudiants, je dirais en formation initiale, c'est quelque chose à développer. Une certaine tension entre variabilité et prévisibilité peut être maintenue au sein de la classe lorsque la communication entre tous les acteurs demeure ouverte et authentique. Alors, du côté de l'enseignant, Charles propose que l'adoption de mesures de prévention, de soutien et de sanctions facilite une gestion d'usage de niveau. Vous savez que Charles affirme très clairement que finalement, une fois que les problèmes se produisent dans la classe, ce n'est pas vraiment une solution magique et les enseignants qui réussissent, ce sont ceux qui préviennent. Encore là, je ne suis pas sûr que vous allez prendre grand-chose en vous disant cela, mais souvent on est à la recherche, dans les cours de gestion de classe, de solutions pour éteindre les feux. Mais en fait, l'idée c'est de ne pas les allumer. Et bien sûr, toute la dimension de l'analyse réflexive constante, parce que vous voyez qu'au sein d'une telle complexité, l'enseignant doit constamment se demander quel est le sens de son action, où elle se situe, quelle est en fait la source des problèmes qu'il rencontre. Et donc, je termine avec un résumé des constats que nous avons faits par l'évaluation après les formations, lors des séances d'évaluation finale. Donc, la mise en lumière des théories d'action respectives des mentors et des novices favorise un dialogue réflexif entre les deux à travers le cadre d'analyse. Ça leur permet de parler de leur conception de gestion de classe. Et souvent, il y a des malentendus là-dessus, donc il faut se comprendre. Les problèmes écrits sont de tous ordres et non seulement de l'ordre de la discipline, on en a déjà parlé. La stratégie de prise en compte de la complexité dont on a parlé laisse entrevoir des solutions nouvelles aux problèmes récurrents. Donc c'est un peu de tourner le regard pour chercher ailleurs la solution. Et finalement, l'idée de s'accepter par devant les normes, les modes, les contextes semble émancipatrice pour les personnes en début de carrière. Je vous disais, ce ne sont pas des résultats de recherche, donc le verbe semble être choisi pour ça. Il y a quand même, semble-t-il, quelque chose de très important que les novices aiment bien entendre pour justement s'émanciper un peu de la situation relativement aliénante dans laquelle ils se trouvent, notamment à cause des contextes extrêmement lourds dans lesquels, je dirais, nous les plaçons. Pour terminer avec un voilà, écoutez, j'aimerais bien avoir quelques questions si vous en avez, des commentaires, ça me fera plaisir. Voilà, et je vous rappelle qu'il y a un colloque sur la supervision pédagogique qui poursuit cette réflexion-là parce que le thème du colloque cette année, c'est justement de voir comment on peut accompagner la réflexion d'une personne qui apprend à enseigner par la pratique. Et donc, il y a bien une continuité dans le rôle du mentor, du superviseur de stage et des enseignants de